Bonjour à tous, Nicolas Rafal au micro de Radio J et le docteur Serge Rafal, évidemment. Bonsoir Serge. Bonsoir Nicolas. Bienvenue pour votre émission médicale du mardi soir Réfois. 1 heure à passer ensemble de 21h à 22h avec en deuxième partie nos chroniques expertes et médicales. Il sera question de santé mentale avec C'est Normal Eva Soto, le professeur de l'info, mais également de dysmorphophobie et des dangers d'opérer un schizophrène, entre autres avec le docteur Vladimir Mitz, notre chirurgien esthétique. Et puis on parlera, 18 avril oblige, des 35 ans de la disparition de Monseigneur Pierre Desprojovic, le plus juif des humoristes non juifs dans cette vie derrière soi. Mais on débute comme chaque semaine avec l'entretien du docteur Serge Rafal. Vous recevez cette semaine, Serge, Michael Worms-Herminger pour son ouvrage « Vivre avec un trouble de santé mentale chez Marabout ». Bonsoir. Bonsoir. Cher Michael. Vous êtes entre autres licencié en psychologie, diplômé de l'École normale sup en sciences cognitives, titulaire d'un doctorat en santé publique à Paris-Saclay, et vous êtes également chercheur, enseignant, producteur du podcast Les Mots Bleus, hommage au chanteur Christophe, mais vous c'est Mots M-A-U-X, et vous êtes guidé dans vos nombreuses activités par une devise, qui aurait pu être celle du président Macron, ne rien lâcher, mais vous c'est une autre devise, aider et transmettre. Docteur Serge Rafal, Michael Worms-Herminger, on vous écoute. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonsoir, merci de votre présence ce soir dans notre magazine Santé. Parmi les activités que vient de suggérer Nicolas, vous êtes intéressé, intervenez régulièrement sur les grands défis contemporains, la transformation numérique, l'environnement, la qualité de vie, la diffusion de la science, j'en passe. Mais notre rendez-vous étant par essence médical, nous ne parlerons que de santé, et en l'occurrence de santé mentale, dont vous êtes un spécialiste. Votre ouvrage, Vivre avec un trouble de santé mentale, qui mêle votre expérience personnelle douloureuse et votre expertise scientifique de professionnel de santé, est original et passionnant car il permet de mieux connaître les troubles tels qu'ils sont vécus de l'intérieur et d'envisager, sans dogmatisme ni stigmatisation, tout ce qui peut ou doit mener au rétablissement ou à la reprise de pouvoir sur sa vie. Je ne m'adresserai pas à l'ancien malade rétabli, mais au chercheur en santé mentale qui a travaillé sur sa maladie. Celle-ci, dites-vous, ne devant jamais résumer l'identité de l'individu. C'est exact. D'ailleurs, merci pour votre invitation et notamment pour cette présentation en tant que chercheur souffrant d'un trouble de santé psychique et non pas l'inverse. C'est vraiment un point qui est très important pour moi puisque très souvent dans la maladie mentale, on a tendance à s'identifier à ses symptômes, à sa maladie et à se définir comme un malade en fait, plutôt que comme un être humain. Et moi, c'est vraiment ce qui m'importe, c'est de voir l'humain en fait derrière la maladie. Alors, pour reprendre ce qu'a expliqué Nicolas, vous avez créé en 2021 le podcast Les Mots Bleus. Vous pouvez nous dire un mot de sa genèse, son fonctionnement, ses objectifs? Bien sûr, donc moi, comme l'a dit Nicolas, j'ai vraiment une volonté de transmettre et d'aider. Et le podcast, qui est un nouveau média qui est de plus en plus écouté par pas mal de personnes, permet justement d'entrer dans l'intimité des personnes pour leur transmettre un message. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de concilier en fait la forme et le fond sur la santé mentale, la maladie mentale, pour essayer de rendre le sujet un peu, entre guillemets, sexy, pour que les personnes s'y intéressent avec des belles illustrations, de la belle musique, une ambiance très, très reposante et calme. Donc voilà, on a créé ça en début de 2021 pour transmettre des témoignages de personnes en cours de rétablissement ou déjà rétablies pour porter notamment un message d'espoir. Parce que quand on parle de maladie mentale, souvent on a une image très, très négative, très péjorative. Mais ce qu'on oublie, c'est que comme toutes les maladies, les maladies mentales sont des maladies comme les autres, on peut se rétablir. Donc c'était vraiment ce message-là qu'on voulait porter, c'est on peut souffrir d'un trouble mental grave et fonctionner en fait comme une personne qui n'a pas de trouble mental, avoir un emploi, être en couple, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le message qu'on a voulu porter. Un espace de conversation libre. Un espace de conversation libre et aussi porter l'espoir que c'est possible d'aller mieux. Alors, on va en venir bien évidemment à votre ouvrage. Alors, vous êtes en même temps l'acteur et l'observateur qui s'analyse, qui réfléchit aux difficultés de transmettre son vécu, sa souffrance, et d'en sortir à défaut d'en guérir. C'est tout à fait ça. C'est extrêmement difficile de parler de la maladie mentale puisque ce sont des maladies en fait qui ne se voient pas. Et en général, dans notre société, ce qui ne se voit pas n'existe pas. C'est très difficile à se représenter.
ce que peut être une dépression, par exemple. Vous parlez dans votre ouvrage de handicap. Et alors, c'est vrai que dès qu'on envisage le handicap, on voit quelqu'un dans un fauteuil et vous expliquez qu'en fait, 8 handicaps sur 10 sont totalement invisibles. Donc, bien sûr, les problèmes mentaux. C'est exactement ça. Donc, les personnes à mobilité réduite qui sont qui sont appareillées représentent une extrême minorité, en fait, des personnes en situation de handicap. On sait aujourd'hui qu'à peu près 80% des handicaps sont invisibles et le handicap psychique en fait partie, à bien distinguer avec le handicap mental qui n'est pas la même chose. Le handicap psychique, c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes. On sait par exemple que la dépression, ce sera la première cause d'invalidité dans le monde d'ici quelques années. Une personne sur 5 touchée durant sa vie avec un impact non négligeable pour elle et son entourage. Bien sûr, une personne sur 5, et c'est même une personne sur 5 chaque année. Donc au cours de la vie, en réalité, on en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui seront concernées, soit à titre direct, soit à titre indirect. Par quelqu'un de l'entourage. Vous dites personne n'est épargné. Il n'existe personne qui n'ait été directement ou indirectement touché par un trouble de la santé mentale. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on sait que chaque année, en fait, à peu près 20% de la population va avoir un trouble de santé mentale. On est tous entourés d'une famille, d'amis, etc. Donc, quand on arrive à en parler, quand on arrive à extérioriser le trouble et à en parler, forcément, ça impacte aussi les proches. Et donc, en fait, tout un chacun a dans son entourage quelqu'un qui souffre d'un trouble de santé mentale et énormément de personnes, on va dire même la majorité des personnes au cours de sa vie souffrira d'un trouble de santé mentale. Ça peut être très léger, ça peut être un trouble anxieux qui dure quelques semaines, quelques mois, ça peut être une dépression qui va durer quelques mois, un burn-out, etc. Mais c'est vrai que quand on entend trouble de santé mentale, maladie mentale, on s'imagine immédiatement des maladies extrêmement sévères, alors qu'en fait ça va vraiment de l'anxiété mineure jusqu'à des troubles psychotiques extrêmement graves. Et vous dites, alors que l'information n'a jamais été aussi présente, il est toujours aussi difficile d'exprimer et de partager sa souffrance. C'est vrai parce que la souffrance, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Donc c'est forcément quelque chose qui est subjectif, c'est de l'ordre de l'expérience. Et quand on veut transmettre une expérience, c'est extrêmement difficile de la faire entendre et comprendre à quelqu'un d'autre, puisqu'on utilise ses propres mots qui peuvent ne pas avoir la même signification pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la même expérience peut ne pas réaliser en fait la gravité, la sévérité du caractère négatif de cette expérience. Et c'est très difficile de trouver des mots aussi, en fait, de trouver des mots pour décrire sa souffrance. Une personne qui souffre d'une dépression va dire j'ai aucune motivation pour rien faire. Une personne qui n'a pas de dépression pourra dire moi aussi le vendredi après-midi quand je suis au bureau j'ai plus envie de rien faire, j'ai juste envie qu'on soit demain. Mais ce sont des choses qui sont totalement différentes. Il y a un ordre de sévérité, d'intensité, de pénétration dans la vie quotidienne, de durée qui sont vraiment quantitativement et qualitativement différentes. Et de faire comprendre ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, c'est extrêmement compliqué. On s'en rend compte. Alors, on va parler de votre maladie. Alors, elle débute, je dirais, par des tics, des TOC et pas des TAC, mais des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et on est frappé parce que vous expliquez que l'entourage, la famille, le diagnostic, finalement, est fait très, 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 très tard. C'est exact. Les premiers symptômes sont de ce qu'on m'a rapporté. Ça aussi, j'en parle vraiment de la mémoire du début des troubles. C'est ça démarre par le syndrome Gilles de la Tourette. C'est ça. Alors, pour nous, là, pour les adultes, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, va prononcer une insulte et puis reprendre le cours de sa conversation. Mais chez vous, ça s'était manifesté par des tics. C'est ça. En réalité, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est pendant plus de 6 mois avant l'âge de 18 ans, avoir au moins 2 tics moteurs, donc ça va être vraiment des spasmes musculaires, et un tic phonique, donc c'est pas forcément vocal, c'est pas forcément de la verbalisation, ça peut être un raclement de gorge par exemple. C'est vrai que proférer des injures, c'est moins de 10% en fait des patients atteints de syndrome de Gilles de la Tourette, ce qu'on appelle la coprolalie, c'est un symptôme qui est extrêmement rare, et ce qui est encore plus rare, c'est que le trouble persiste à l'âge adulte, ce qui est mon cas. Donc ça a commencé par des tics vers la fin de la maternelle, début de l'école primaire, qui ont été remarqués en fait par l'entourage, mais sans vraiment prendre la mesure de ce que ça pouvait être. Le corps médical est souvent d'ailleurs rassurant en expliquant ne vous inquiétez pas, ça va passer à l'adolescence. C'est exactement ça. En fait, on a commencé à consulter pour ce motif-là bien plus tard, bien après les premiers symptômes, puisque comme je dis, c'est à peu près vers 5 ans que ça a commencé. Un professeur l'a remarqué quand j'avais 7-8 ans. On a parlé à mes parents, mais il n'y avait pas de conséquences particulières. On a consulté des pédiatres, des médecins généralistes, etc., qui disaient oui, c'est une période charnière où il y a beaucoup d'anxiété, il y a les transitions, il y a le développement, donc il peut être stressé, avoir une anxiété à l'école, etc. Donc ça peut se manifester comme ça. Et cette relativisation en réalité des symptômes a duré jusqu'à mes 18 ans.
Alors, les tics, les TOC, vous expliquez qu'en fait, les TOC, c'est une pathologie du doute qui nécessite en fait des comportements de réassurance, donc la répétition du geste. C'est tout à fait ça. Dans le TOC, donc trouble obsessionnel compulsif, on a vraiment ces deux composantes de l'obsession. Justement, on va être obsédé par, on va avoir des pensées en fait obsédantes, en fait intrusives, qui vont se déclarer de type, là, je sais pas si j'ai fermé la porte, je vais me faire cambrioler, donc je vais perdre tout ce que j'ai, etc. Mais vous étiez obsédé par votre poids. Par mon poids, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait aussi cette obsession justement de me faire cambrioler, d'avoir un feu chez moi, etc. La symétrie, l'ordre, il y avait énormément de choses. Je dis ça parce que vous écrivez « Les balances m'attiraient comme des aimants ». C'est ça. Ça c'est venu un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça s'est développé d'abord par d'autres obsessions, donc qui doivent être en fait un peu ritualisées pour se rassurer, pour se dire en fait si je fais ça, ça n'arrivera pas. C'est un peu la pensée magique de dire j'ai peur de me faire cambrioler, mais si je fais ça, si je vérifie 30 fois que j'ai fermé ma porte, ça n'arrivera pas. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est développé au fur et à mesure des années. Vers 14-15 ans, j'ai commencé à développer une obsession pour le poids, pour mon poids, pour le coup. Et du coup, comme vous le dites, j'étais vraiment obsédé par les balances. J'avais peur, entre guillemets, de grossir. J'avais vraiment très envie de disparaître, en fait, de perdre de plus en plus de masse, en fait, pour disparaître en tant qu'être humain, en tant qu'objet vivant, en fait, en tant que sujet. Vous dites, je suis obsédé par la nourriture, plus rien n'a d'intérêt, vous n'achetez que ce qui se mange, et vous dites, j'aurais même mangé les croquettes du chien. C'est ça. Donc ça c'était bien après les 18 ans. Ça, c'est vraiment très récent. C'était il y a 3 ans. C'était 2020-2021. Et c'est vrai que les symptômes, en fait, à force de ne pas être pris en charge, en fait, se sont aggravés avec les années. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que les troubles mentaux, on les connaît, mais ils sont très mal diagnostiqués, très mal repérés et surtout très mal traités parce qu'on a très peu d'options thérapeutiques et celles qui sont disponibles ne sont pas forcément accessibles. Vous dites l'anorexie, la maladie mentale la plus mortelle. C'est ça, l'anorexie mentale est la maladie mentale la plus mortelle parce qu'il y a deux causes principales justement de mortalité dans cette maladie. C'est la dénutrition, déjà le fait de ne plus pouvoir fonctionner, que le corps ne puisse plus fonctionner par défaut de nutriments, et le suicide, parce que c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important, c'est que l'anorexie mentale va très souvent avec une dépression très intense et cette volonté de disparaître à la fois en tant qu'objet, mais aussi en tant que personne, et qui peut mener, pour le coup, à la disparition par suicide. Alors, vous expliquez, on va essayer de comprendre la cause des troubles, mais vous dites que c'est très compliqué de reconstituer une histoire. En fait, on fait de faux liens de cause à effet. C'est tout à fait vrai, puisque au début de la maladie, souvent les premiers signes, donc qui ne sont pas encore des symptômes, les signes, c'est des symptômes sans plainte, entre guillemets, sont des choses dont on n'a pas forcément conscience, qui peuvent se déclarer, que l'entourage peut minimiser, peut un peu ignorer, etc. Donc c'est très difficile de savoir, en fait, quand a débuté un trouble, puisque même pour le malade, même pour vous, vous dites que la souffrance apparaît secondairement, en fait. Et c'est au moment où la souffrance apparaît qu'il y a une prise de conscience. Bien sûr, parce que moi, typiquement, pour les tics, j'ai aucun souvenir du début des tics. C'est ce qu'on m'a rapporté, ce que mes parents m'ont rapporté, ce que les enseignants m'ont rapporté. Il y a quand même du harcèlement, là, vous expliquez. Il y a du harcèlement, mais je faisais pas le lien, justement. Je faisais pas le lien entre les deux, parce que les tics, en fait, pour moi, à force d'être minimisé par l'entourage, j'avais fini par assimiler que c'était normal et que ça allait passer. Et c'est vrai que la souffrance est venue plus tard, quand ils se sont amplifiés, et c'est notamment vers le lycée, quand les TCA ont commencé, que les TOC et les tics se sont aussi aggravés, et c'est là qu'il y a eu le plus de souffrance, parce que comme les tics se sont énormément aggravés, on parle de spasme musculaire, donc ça a un impact, en fait, ça a une douleur, c'est une douleur au niveau musculaire, et c'est des séquelles articulaires aussi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai de l'arthrose, j'ai 32 ans, je souffre d'arthrose un peu partout dans le haut du corps, et c'est à ce moment-là que la souffrance commence, puisqu'en fait il y a vraiment, on voit l'impact, en fait, de la souffrance psychique sur le corps, en fait, et ça il y a une rétroaction qui se fait de ma souffrance psychique me fait souffrir au niveau physique, et du coup ça me fait souffrir encore plus au niveau psychique. Avec pour conséquence le rejet de l'autre. Bien sûr, le rejet de l'autre est extrêmement important, puisque les troubles mentaux, quand ils se voient, en tout cas quand les conséquences se voient, sont rejetés. En fait, c'est vraiment des choses avec lesquelles on a du mal. Quelqu'un qui a un cancer aujourd'hui, on va avoir aucun problème à aller voir à l'hôpital un proche qui a un cancer. Voilà, on comprend très bien que c'est une maladie qui peut être grave, mais qui aussi peut se remettre.
Alors que la souffrance psychique, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, en fait, que les proches ont du mal à accepter. Vous dites, on passe très facilement de la stigmatisation à la discrimination. Vous donnez un exemple, vous dites même l'hôpital Sainte-Anne, qui évidemment était une structure d'internement, a changé de nom pour essayer de gommer. C'est vrai que l'hôpital Sainte-Anne, qu'on entend souvent encore, par exemple, dans des expressions, tu vas finir à Sainte-Anne, par exemple, c'est des choses qu'on entend encore beaucoup. L'hôpital Sainte-Anne, en tant que tel, n'existe plus. Et justement, pourquoi ça n'existe plus ? Parce que Sainte-Anne, c'était l'asile de fous. Et aujourd'hui, ça s'appelle Groupement Hospitalier Universitaire, Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Et surtout, on intègre aussi cette composante un peu de recherche fondamentale en ajoutant les neurosciences dans le nom pour montrer que c'est une structure à la fois de soins, mais aussi de recherche. Alors, vous vous interrogez, une notion que j'ai trouvée forte, intéressante et nouvelle dans votre ouvrage. Alors, on connaissait bien sûr la douleur physique, qui est un signe d'alarme. On ne peut pas vivre sans douleur physique. Par contre, vous parlez de la douleur psychique et vous dites, elle est elle aussi un signe d'alarme. Bien sûr, la douleur psychique, donc le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle. On en parle souvent dans la littérature scientifique, mais sans vraiment dire ce que c'est, sans vraiment s'accorder en fait sur ce que c'est. Mais en fait, quand on regarde un peu les parallèles qu'il peut y avoir entre la douleur physique et la douleur psychique... Vous dites qu'il y a des mécanismes communs. C'est ça, il y a des mécanismes communs, des mécanismes cérébraux communs. On sait même, par exemple, que dans le cas de la douleur psychique, sur le versant social, le paracétamol peut agir typiquement pour diminuer la douleur sociale qui est associée à une situation de rejet. Il y a eu des études à ce sujet-là. Donc voilà, on a vraiment des mécanismes communs, à la fois neuronaux, cérébraux, chimiques, mais c'est vrai qu'il y a un rôle aussi qui se rejoint, c'est le rôle d'alarme. Quand on a une douleur physique, ça va consister à se retirer de la situation. Quand on se brûle, on va retirer la main. Et là, typiquement, quand on souffre de manière psychique, de manière intense, ça peut servir justement à aller chercher de l'aide d'un professionnel, de l'entourage. Et on le voit par exemple dans le cas du deuil, qui n'est pas une pathologie mentale, mais le deuil fait souffrir et cette souffrance, ça renvoie justement à la notion de condoléance, c'est le fait de souffrir ensemble pour justement trouver ce soutien face à la douleur pour pouvoir l'apaiser. Alors, on va partir dans le parcours de soins sans évoquer les traitements, puisqu'on l'a fait à plusieurs reprises avec d'autres invités. Je voulais insister sur ce qui fait la spécificité de votre ouvrage. Donc, sur le parcours de soins, vous dites ça commence toujours par une période de déni, avec un non-engagement, et puis après, une errance médicale, et souvent, ou parfois, non médicale. C'est ça. Que vous déplorez. Bien sûr. C'est vrai que le déni peut en réalité exclure de la prise en charge, puisqu'on n'a pas l'impression de souffrir d'une maladie. C'est vraiment quand le déni est additionné d'une souffrance réelle qu'on va vouloir s'en tirer. Ça va être le signal d'alarme qui va provoquer la prise de conscience, le déclic pour aller consulter. Vous l'expliquez bien dans votre livre, parce que vous dites j'avais, moi, le sentiment d'un parfait contrôle. Et en fait, ça vous échappait, mais pour vous, voilà, c'est ça, dans le cas de l'anorexie mentale, c'est exactement ça. C'est vraiment une volonté de contrôler son corps. Quand on a l'impression de parler de contrôle sur tout, en fait, dans sa vie, il y a une chose sur laquelle on peut essayer d'avoir le contrôle, c'est son corps. Vous dites, je contrôlais, j'avais un mode de vie sain, donc rien qui puisse évoquer un trouble mental. C'est exactement ça. Donc j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie, sur moi-même, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était mon cerveau qui avait le contrôle, en fait, sur mes pensées, sur mes actes. Et du coup, ça peut mener justement à une sorte de déni en se disant, en fait, tout va bien, il n'y a pas de souffrance, pourquoi est-ce que je devrais chercher une prise en charge, en fait? Là, je me sens très bien. Et vous dites, ça c'est une erreur, en fait, il y a besoin d'aller consulter quelqu'un, mais d'aller consulter quelqu'un qui connaît ces problèmes-là. Alors, votre grand-mère vous emmène chez un heilpraktiker qui vous propose du saule blanc bio pour l'éthique. C'est ça. Donc, c'est vrai que pendant mon enfance, mon adolescence, c'était très compliqué, comme j'ai dit, de trouver un professionnel qui soit informé, dans ce cas-là, des TOC et du syndrome du Gilles de la Tourette. Donc, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. On n'en parlait pas énormément. En fait, face aux généralistes, en fait, qui ne connaissaient pas ces maladies, qui n'avaient rien à proposer, qui trouvaient que c'était normal. Vous n'êtes pas tendre avec les médecins généralistes. C'est pas que je suis pas tendre, mais c'est vrai que la formation en santé mentale au niveau pour les médecins généralistes
est très faible, et c'est rapporté dans plein de rapports d'institutions, etc., et même par les médecins généralistes eux-mêmes. Vous dites 2 épisodes sur 10 sont traités correctement. Donc... c'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire francilien de la qualité des prises en charge qui le dit. Après, moi, j'aimerais bien que ce soit beaucoup mieux traité par les médecins généralistes, mais c'est pas vraiment de leur faute. C'est pas vraiment de leur faute. C'est aussi le fait que la plupart des dépressions sont d'intensité légère à modérée, et les recommandations sanitaires depuis 20 ans disent que ces dépressions-là n'ont pas besoin d'une prise en charge médicale, mais d'une prise en charge psychothérapeutique. Or, la psychothérapie en France aujourd'hui n'est pas remboursée. Donc, la personne se retourne vers son médecin généraliste. Quelques séances depuis l'année dernière, on a misérablement remboursé, et en nombre très très limité. Donc, finalement, les antidépresseurs représentent pour la majorité des patients la solution la plus économique. C'est exactement ça, et c'est ça le problème, c'est que typiquement la majorité des dépressions n'a pas besoin en fait d'antidépresseurs, mais d'une thérapie. Or, comme les thérapies sont inaccessibles, soit par défaut de professionnels, soit par défaut de moyens pour se payer une thérapie, on va se reporter sur la solution qui est remboursée. Donc ça veut dire les antidépresseurs dont on sait qu'ils n'ont pas une efficacité énorme sur les dépressions légères et modérées. Les antidépresseurs, ils servent pour les dépressions sévères. Et on sait que le médicament est une béquille et doit accompagner un travail de thérapie. C'est exactement ça. Le médicament, il sert de béquille un peu chimique, entre guillemets, le temps de pouvoir faire ce travail de thérapie, puisque la dépression, typiquement, et d'autres pathologies mentales, c'est lié à des schémas de pensée qu'on a appris pendant l'enfance, etc., qu'on peut essayer de modifier pour aller mieux. Typiquement, dans l'anxiété, ça va être l'anticipation extrêmement négative, la vision extrêmement négative des choses. C'est des choses qu'on peut changer parce que ça a souvent une raison. Il y a pu y avoir un événement, par exemple, un contexte familial, un contexte environnemental, social, etc., qui a pu favoriser le développement de ces schémas de pensée. Mais ces schémas de pensée, en fait, on a l'impression qu'ils sont inscrits qu'ils sont gravés dans le marbre, alors qu'en fait, on sait aujourd'hui les modifier. Alors, je voudrais qu'on insiste, vous l'avez expliqué au début de notre entretien, la dépression est une maladie grave, et vous évoquez le risque suicidaire. C'est ça, la dépression, on a l'impression comme ça quand on en parle au quotidien, parce qu'on en parle beaucoup, la dépression, les troubles anxieux, c'est des choses qui vont souvent ensemble. On a l'impression que ce sont des choses un peu transitoires, comme ça, on est un peu déprimé, etc. Parce qu'on confond la déprime et la dépression qui est une vraie maladie, et qui, quand elle n'est pas prise en charge, peut donner l'impression à la personne qu'il n'y a plus de solution, en fait, pour aller mieux. Vous avez une belle formule, vous dites le risque, enfin l'envie suicidaire, c'est pas une envie de mourir, c'est la volonté de cesser de souffrir. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'une personne qui se suicide, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, elle a eu envie de mourir. C'est pas ça, c'est un concours de circonstances qui se déroule dans le temps, qui s'aggrave, qui s'amplifie, qui fait que la personne a l'impression que c'est de pire en pire et qu'en fait, il n'y a plus aucune solution pour régler les problèmes, pour aller mieux, alors qu'il y en a toujours. Et l'alternative sur laquelle vous insistez, et je pense que pour nos auditeurs, c'est très très important, c'est le 3114. C'est exactement ça, c'est une solution qui existe depuis 2 ans, qui fait que, qui manquait en fait vraiment en France ce numéro national de prévention du suicide, qui manquait parce qu'en fait, là, quand on a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution, on se dit, en fait, il y a encore le 3114. Il y a encore le 3114 sur lequel on peut compter, puisqu'on va tomber sur des professionnels qui sont chargés justement, qui sont formés à la prévention du passage à l'acte suicidaire. Avant, on avait d'autres lignes, on les a toujours, les SOS Amitié par exemple, qui permettent d'exprimer sa souffrance, de parler, mais avec des bénévoles qui sont écoutants, qui ne sont pas professionnels de santé. Donc c'est une prise en charge qui est différente, mais qui peut montrer en fait aux personnes que même si on a l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions, il y a toujours encore cette solution-là qui est possible. Alors, guérir ou se rétablir ? C'est une bonne question. C'est la guérison. Quand on parle de guérison, en général, on parle de rémission totale des symptômes. En gros, on a une grippe, on va guérir de la grippe au bout de quelques jours parce que tout va disparaître. Vous expliquez que vous êtes quand même gêné encore avec un certain nombre de symptômes. Bien sûr, parce que les troubles mentaux, quand ils sont chroniques, typiquement les troubles obsessionnels compulsifs, le syndrome de la Tourette, etc., sont des troubles qui sont chroniques, qui sont des compagnons d'infortune. Des compagnons d'infortune, c'est ça. On vit avec ces troubles-là comme on vit avec un chien de compagnie. Il faut
réussir à composer avec. Et quand on arrive à composer avec, malgré la présence de symptômes qui peuvent faire souffrir, on peut fonctionner à côté. C'est-à-dire on peut mener une vie satisfaisante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. C'est le fait de réussir à vivre avec ces symptômes tout en ayant une vie satisfaisante. Vous utilisez un terme anglais, vous dites l'empowerment. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, l'empowerment. Il n'y a pas de traduction française aujourd'hui, il y a une traduction québécoise qui est l'empouvoirment. C'est le fait de justement de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son identité, de pouvoir à nouveau retrouver la maîtrise de ses comportements en fait, et donc vraiment de rétablir en fait cette relation qu'on peut avoir aux autres, à soi et au monde, en cohabitant justement avec sa maladie. C'est la notion essentielle sur laquelle je souhaitais qu'on termine, c'est le fonctionnement psychosocial. Vous consacrez plusieurs pages dans votre ouvrage et ça me semble effectivement très important. C'est important, c'est un concept dont on parle assez peu. En fait, c'est le principe d'avoir une vie satisfaisante, de réussir à pouvoir gérer ses finances, d'être en couple, d'avoir un emploi si on le souhaite, d'avoir un logement autonome, etc. Et c'est ça en fait qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans la prise en charge des troubles mentaux, c'est qu'on est moins axé sur les symptômes, on est plus axé sur le fait de pouvoir vivre avec, de pouvoir s'épanouir malgré la présence de symptômes. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement psychosocial, c'est le fait de pouvoir répondre aux attentes de la société, de l'entourage, etc., malgré la présence d'une maladie. Et c'est ça qui est visé aujourd'hui, c'est ça qui est visé aujourd'hui dans la plupart des prises en charge. Vous l'écrivez bien, d'ailleurs, vous dites « Je suis bien inséré socialement, j'ai fait de belles études, j'ai un emploi stable, j'ai un logement, je vis en couple, je gère mon budget, mes tics et mes tocs demeurent, mes symptômes dépressifs aussi, avec parfois des pensées suicidaires, une relation perturbée à l'alimentation, des crises d'hyperphagie, mais je fonctionne sans être entravé par la maladie. » C'est exactement ça. Donc, c'est que j'arrive à avoir une vie satisfaisante malgré la présence de la maladie. Donc, c'est ce qu'on peut appeler je fonctionne au niveau psychosocial. Vous vivez avec. Quand vous dites reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est ça. C'est ça, et c'est aussi le pouvoir de s'affirmer, en fait, de pouvoir parler de sa maladie, de pouvoir expliquer aux personnes, de pouvoir s'engager justement dans cette cause pour porter un message, pour pouvoir donner aussi sa parole. C'est ce que j'essaye de faire, justement, de donner la parole de l'intérieur de la maladie. C'est tout ça, c'est le fait de pouvoir agir sur sa vie et pouvoir agir aussi sur la cause de santé publique qui est la santé mentale. La paire aidance, j'ai appris ce terme dans votre livre. Oui, la paire aidance, c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années en France, qui existe depuis plus longtemps. P-A-I-R. Oui, qui existe depuis plus longtemps dans d'autres pays, qui consiste à faire intervenir une personne qui est rétablie de sa maladie auprès de personnes qui en souffrent actuellement pour justement complémenter l'accompagnement médical et psychologique, pour avoir cette dimension de l'expérience intérieure à la maladie, puisque voilà, le médecin est formé justement aux symptômes, aux mécanismes biologiques, etc. Le psychologue va intervenir plus sur les schémas de pensée, sur l'environnement, sur les relations, et le père aidant va pouvoir apporter justement des conseils en disant moi je suis passé par ces épreuves-là et j'ai réussi à m'en sortir en faisant ça, donc donner des conseils, aussi comprendre la souffrance, puisque quand on n'a pas vécu une souffrance psychique, ça peut être difficile de la comprendre, mais une personne qui a vécu la même maladie comprend cette souffrance justement, et c'est ce soutien-là en fait qui peut être apporté en plus de la prise en charge médicale et psychologique. Voilà, Michael, on arrive presque au terme de notre entretien. Vous écrivez dans votre livre « Si mon témoignage sert au moins à une personne, c'est une bonne chose ». Je pense que ça devrait être plus qu'une seule. Alors, disons, mission accomplie. Merci d'être venu dans notre magazine. Merci à vous. Merci, Dr Serge Rafal. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Michael Worms-Herminger, « Vivre avec un trouble de santé mentale ». Est-ce que vous étiez au courant, Dr Serge Rafal, qu'une candidate de The Voice cette année avait le syndrome de la Tourette ? Un syndrome qui est très très fréquent, bien entendu, qui est très spectaculaire quand on le voit au cinéma, qui semble quand même beaucoup plus compliqué à vivre. Oui, compliqué à vivre. Alors ça n'apparaît pas quand elle chante, hein, voilà. Mais ça, vous n'avez pas de syndrome, Dr Serge Rafal ? Non, qu'est-ce que vous avez ? Moi, par exemple, quand je pars pour venir à la radio de chez moi, il n'est pas rare que je revienne 2-3 fois dans l'appartement. Est-ce que c'est normal, ça, Michael ? C'est plus un toc qu'un tic. C'est un toc ? Tout dépend en fait de l'intensité et de la souffrance que vous pouvez éprouver. J'y mets pas mal d'intensité quand même. Je regarde si les lampes sont éteintes, si j'ai bien tout fermé.
Et bon, des fois, c'est 2 fois quand même. Si c'est prouver une souffrance et une gêne vraiment au quotidien, un impact fonctionnel, comme on parlait du fonctionnement tout à l'heure, c'est l'occasion peut-être d'aller consulter un professionnel pour essayer de voir s'il y a vraiment des mécanismes pathologiques derrière ou si c'est juste une préoccupation. Ça peut être simplement physiologique ou c'est obligatoirement pathologique? Ah non, justement, il y a vraiment une différence entre le normal et le pathologique à l'échelle individuelle. Ce qui est normal, c'est qu'il permet de fonctionner normalement. Les gamins ritualisés qui vont faire pipi 2-3 fois ou qui font quelques bruyères. Bien sûr. À partir du moment où il n'y a pas d'impact sur le quotidien, de souffrance associée, on ne peut pas parler de pathologique. Vraiment, c'est ça qui est important à savoir, c'est que le normal et le pathologique, il y a un continuum. C'est pas tout blanc ou tout noir. On peut avoir des comportements qui peuvent à un moment être pathologiques et à d'autres moments ne pas l'être. Tout dépend vraiment de la souffrance et de l'intensité et de la chronicité. Docteur Serge Rafal, vous, pas de top, pas de tic, vous? Non, ça va? Non, je me suis rendu récemment dans votre bibliothèque. Est-ce que la est-ce qu'on peut être bibliopathe, collectionner, amasser trop de bouquins, trop de livres? Vous souffrez pas de ça, docteur Serge Rafal, un peu, non? J'ai beaucoup de livres, mais j'en lis beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec nos experts pour la suite et Réfoua le Mag, à tout de suite. Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל על ידי מזל מאזניים ובינתיים. Radio J. Radio J. Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour pour Réfoua le Mag, 21h30. On est toujours avec Michael Worms-Herminger pour vivre avec un trouble de santé mentale. Je vois que le professeur Eva Soto nous a rejoint dans le studio. Ces 2 dernières informations n'ont aucun rapport l'une avec... Si, vivre avec un trouble de santé mentale, parfois je me demande si c'est pas un peu mon cas. Alors non, mais pour parler d'Eva Soto, journaliste à Radio J, elle laisse infuser 8 fois son sachet de thé dans le thé, c'est normal? Mais Michael, non, je fais jamais ça. Non, c'est vous qui le faites. Ah bon, c'est peut-être moi. Ouais. Alors quelques questions avant de s'entretenir avec Eva, effectivement, de notre thème du jour, la santé mentale. Quelques questions subsidiaires. Vous avez parlé avec le docteur Serge Rafal du 31-14. C'est le SOS détresse amitié du Père Noël est une ordure, en fait, on s'en souvient. Est-ce que c'est plus efficace? Alors c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la même chose que SOS amitié. Après, dans le Père Noël est une ordure, c'est vraiment une vision très caricaturale. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça, heureusement. Sinon, on n'est pas obligé de danser un slow avec le... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que le 31-14, à la différence de SOS amitié, donc, qui est géré par des bénévoles écoutants, 31-14, ce sont des professionnels de santé formés à la prévention du suicide qui sont derrière. Donc c'est vraiment une intervention qui est médicale, psychologique, qui est faite par des professionnels de santé. Donc c'est la différence. Et on voit en fait que depuis que le numéro existe, il y a des centaines de milliers d'appels. Donc il y avait vraiment une nécessité en fait de l'émergence de ce dispositif. Et après, sur l'efficacité, il y a des mesures qui sont sans doute en cours, puisque c'est coordonné par la DGS, par le ministère de la Santé. Pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt justement pour en parler. Moi, j'ai pas de données. Il y en a peut-être qui ont été publiées, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a une utilité.
Ouais, c'est vrai que le Pierre Mortez, je crois, Thierry Lhermitte dans le rôle, là, ils sont avec Anémone, ce sont un peu des clampins quand même. Vous citez le philosophe dans votre ouvrage Averroès, philosophe du XIIe siècle à Cordoue, vous citez une de ses maximes, une de ses pensées: l'ignorance mène à la peur à la haine à la violence. C'est valable pour la santé mentale? Alors c'est valable tout à fait pour la santé mentale, c'est vraiment ce dont on parlait, c'est cette ignorance sur la maladie qui va mener à la stigmatisation. Typiquement, on ne connaît pas, quand on est un kidam, la schizophrénie, ça ne nous parle pas forcément, on ne sait pas les types de symptômes qu'il peut y avoir, etc. Et ça peut mener justement à l'idée que une personne avec une schizophrénie peut être violente, peut être imprévisible, etc. Et mener à la discrimination. C'est ce que je donne comme exemple dans le livre, justement, de un voisin qui peut avoir une schizophrénie. En fait, on va se dire... on va se liguer un peu entre voisins, voilà, c'est le schizo d'à côté, il va être dangereux, il va causer des problèmes, etc. Mener à cette discrimination et ces actes, en fait. Et pour revenir à la citation, justement, il y a un peu un doute sur l'origine de cette citation. Il y a quelques sources qui disent que c'est d'Averroès. J'ai vu ça sur le site de l'Institut du monde arabe. Il y en a d'autres qui disent que c'est le maître Yoda dans Star Wars qui dit ça. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas réussi à dire le vrai du faux. Il dit en verlan. Un petit mot sur les antidépresseurs dont vous jugez, dont vous jaugez que c'est pas complètement efficace, une méthode efficace, et pourtant vous ne préconisez pas les pratiques alternatives. Vous avez parlé du saule blanc qu'on vous avait recommandé une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pas que les antidépresseurs ne sont pas efficaces, c'est qu'en fait qu'ils sont mal prescrits. Ils sont mal prescrits parce qu'on sait que pour les dépressions légères à modérées, les antidépresseurs ont un effet qui est minime. C'est vraiment pour les dépressions sévères. Donc les antidépresseurs sont très efficaces comme tous les traitements quand ils sont bien prescrits pour les bonnes indications. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment une peur qui est associée à ces médicaments-là. Il y a une inaccessibilité également des professionnels de santé, une inaccessibilité financière des thérapies. On peut avoir envie de se retourner justement vers des thérapeutes alternatifs, des coachs, des psychopraticiens ou autres dénominations qui n'ont en réalité aucune valeur, qui ne sont gages d'aucune formation. Et ça peut être très dangereux puisque, comme on l'a dit, les maladies mentales, quand elles ne sont pas prises en charge, peuvent s'aggraver et mener à des choses très graves comme le suicide. Donc c'est vrai que ces pratiques-là qui ne sont gages d'aucune formation sont extrêmement dangereuses. Vous êtes plutôt psychanalyse ou thérapie cognitivo-comportementale, TCC? Alors j'ai eu une grosse période TCC, justement d'être convaincu par la TCC, parce que moi je suis formé en santé publique, en recherche clinique, donc je suis vraiment très axé sur l'evidence-based medicine, donc vraiment tout ce qui est essais cliniques, preuves cliniques, etc. C'est beaucoup plus facile à prouver les TCC que la psychanalyse. C'est plus facile à prouver, sauf qu'il y a toujours deux modèles, le modèle médical, le modèle contextuel, qui sont très difficiles à distinguer justement dans ces études-là, puisque il y a toujours un contexte qui fait que. Et donc j'en suis un peu revenu à ce qu'on appelle l'approche intégrative, en fait, l'approche intégrative qui se développe dans pas mal de pays, qui est justement concilier patient par patient, pas une approche de manière dogmatique, mais concilier des outils de la psychanalyse, de la thérapie rogerienne, de la TCC, etc., selon les besoins du patient et selon ce qui fonctionne. Donc c'est vraiment ça qui se développe de plus en plus, c'est que ce conflit de chapelle, en fait, qui est très français, la psychanalyse n'a plus de poids, en fait, dans aucun pays du monde, à part en France et en Argentine. Il y a cette intégration qui se fait entre les différentes pratiques pour permettre au patient de bénéficier du meilleur outil pour lui. Jusqu'à peu, il y avait les Parisiens et les Marseillais en foot, avec la psychanalyse et les TCC. Effectivement, tous les praticiens qu'on a reçus jouent maintenant sur un ensemble de méthodes, avec peu de dogmatisme, avec beaucoup de... C'est exactement ça. Malheureusement, le conflit de chapelle persiste, mais ça a tendance vraiment à se dissiper avec les années, justement avec l'émergence de nouveaux professionnels de santé qui sont plus formés maintenant aux différentes approches et qui sont formés aussi à l'approche centrée sur le patient et pas sur le symptôme ni sur la maladie. C'est vraiment permettre au patient de réaliser ses projets de vie, par exemple, et pour ça il peut y avoir plusieurs approches différentes qui peuvent être utilisées. Si le patient ne répond pas à une approche, justement pour sortir du dogmatisme, on va lui en proposer une autre. Vous n'avez pas peur d'une psychiatrie à deux vitesses? Une psychiatrie à deux vitesses, elle existe déjà. Elle existe déjà. Typiquement, moi je le dis dans le livre aussi, j'ai mis très longtemps à bénéficier d'une prise en charge. J'ai dû terminer mes études, avoir un emploi, être bien rémunéré pour pouvoir avoir accès à une thérapie, à un psychiatre, parce que soit vous habitez dans une région qui est désertifiée, vous avez très peu de psychiatres, et comme c'est une discipline qui est très humaine, il faut vraiment qu'il y ait un contact humain qui passe entre le thérapeute et le patient. Ça peut être difficile de trouver le bon, voire d'en trouver un tout court. Et quand on en trouve un, il y a très souvent des dépassements d'honoraires qui font que on n'a pas forcément les moyens de se le payer. Donc il y a vraiment cette psychiatrie à deux vitesses qui existe. Il y a la psychiatrie publique
qui est très démuni, les CMP, les centres médico-psychologiques, où on peut bénéficier d'une prise en charge. C'est ça, plusieurs mois. Ouais. C'est ça, donc c'est une prise en charge gratuite qui ne prend finalement que des patients extrêmement sévères parce qu'il y a des délais d'attente qui sont extrêmement longs, qui peut mener justement une personne avec un trouble peut-être moins sévère à abandonner en fait en se disant c'est finalement pas si grave, est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre 6 mois pour un rendez-vous chez un psychiatre, et puis de toute façon en ville c'est trop cher, et puis le psychologue c'est pas remboursé. Donc il y a vraiment déjà cette psychiatrie à deux vitesses qui existe. Et la psychiatrie parent pauvre de la médecine? Parents pauvres de la médecine, après, certes, il y a d'autres disciplines aussi qui sont délaissées. Et en psychiatrie, notamment la pédopsychiatrie, c'est vraiment une discipline qui a tendance à disparaître parce qu'il n'y a quasiment plus aucun pédopsychiatre. Or, on sait très bien que 3/4 des troubles mentaux se développent pendant l'enfance et l'adolescence, vraiment avant les 18 ans. Et c'est là qu'il y a vraiment du repérage précoce à faire, de la prévention et de l'intervention précoce pour permettre aux jeunes de se développer avec le trouble, quand c'est un trouble chronique, donc vraiment de pouvoir de fonctionner dès le plus jeune âge, de promouvoir le rétablissement, soit quand c'est des pathologies qui ne sont pas forcément chroniques et durables, de les prendre en charge et éviter qu'elles s'aggravent. Bon, j'ai une bonne nouvelle quand même. La vie va s'éclaircir un tantinet puisque elle est là dans le studio avec nous. C'est notre antidépresseur à nous. La météo de la revue de presse médicale avec Eva Soto. Réfoua. Eva Soto. Radio J. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Eva, aujourd'hui? Je sais pas, vous faites de l'arthrose mentale, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous arrive? Encore? C'est terrible, Nicolas, qu'on soit séfarade refoulé ou ashkénaze consentant, on a toujours un problème avec son conjoint, sa target, son mari, tous des pervers narcissiques. Et ta mère, votre mère, nos mères, non mais sérieux, c'est pas à cause d'elles qu'on débloque. Si elles sont mortes, elles nous laissent orphelins à vie, amputés. Et si elles sont pas mortes, elles sont trop vivantes. Comment vous faites avec tous ces fous qui nous entourent? Comment ne pas devenir fou soi-même? Cette folie un peu ordinaire face à ces personnages extraordinaires qui sont autour de nous, qu'on aime à certains moments malgré nous. Il faut pourtant s'en accommoder. Là où ça devient vraiment plus difficile, c'est quand la névrose cède le pas à la maladie. Et là, il y a plein de nuances de gris qui vont parfois jusqu'au plus noir. Il suffit de prendre le métro ou les transports en commun pour trouver que finalement, sa femme, son mari ou ses enfants ne sont pas fous ou en tout cas pas assez pour être internés, ce qui nous ferait pourtant parfois des vacances. En tout cas, 1 Européen sur 4 sera touché au cours de sa vie par un trouble psychique et pourtant, 30% des postes en psychiatrie en France sont vacants. Selon une enquête Ipsos, un adolescent sur 2 est atteint de troubles anxieux ou de dépression, ce qui se traduit par des tendances suicidaires, y compris chez les plus jeunes et dans une moindre mesure des addictions aux écrans et des phobies scolaires. Dans une tribune au journal Le Monde, le psychanalyste clinicien Harold Ozzi a tiré la sonnette d'alarme il y a un mois. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, se désole-t-il. En revanche, il se félicite que l'Ours d'Or ait été attribué à Nicolas Philibert pour son documentaire sur l'Adamante, consacré à la souffrance psychique dans un hôpital parisien. L'Adamante, c'est un hôpital de jour, c'est-à-dire que les malades s'y rendent en journée, mais n'y passent pas la nuit. Et les méthodes reposent sur le lien humain entre soignants et soignés qui, ensemble, cohabitent autour d'ateliers thérapeutiques. Pas de surplomb si ce n'est celui de l'expertise, mais un lien humain privilégié qui rend les rôles de chacun un peu flous. Et c'est dans ce flou, ces frontières qui se dérobent aux étiquettes sociales ou médicales, que le lien répare ce qui peut l'être, une leçon aussi d'humilité et d'écoute. Et Harold Ozzi ne manque pas de le souligner, hormis les parenthèses qu'offrent les films et les documentaires, la souffrance psychique fait peur. Elle nous renvoie, écrit-il à juste titre dans le journal Le Monde, à notre vision manichéenne d'un fou étranger à nous, un fou qui nous menace, nous rappelle que la mort, l'absurde, la souffrance, la solitude sont à chaque coin de rue. Un fou surtout, écrit-il, qui passe parfois à l'acte lorsqu'il n'y a plus de suivi psychiatrique et psychothérapeutique. L'éloigner, le proscrire pour l'isoler de nous, en recevant son prix, Nicolas Philibert a déclaré « J'ai tenté d'inverser l'image que nous avons toujours des fous. Je veux que nous soyons capables
si nous ne sommes pas capables de nous identifier à eux, au moins de reconnaître ce qui nous unit au-delà de nos différences, quelque chose comme une humanité commune. Autre initiative, celle des réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache qui filment pour France 2 des rencontres atypiques, celles de personnalités avec les journalistes du Papotin. Et la rédaction du Papotin, c'est 40 à 50 jeunes autistes et à chaque épisode de ces rencontres, une personnalité est interviewée par eux, sans filtre. Il n'y a aucune question taboue. Un journaliste de Papotin est quand même un peu gêné par celle qu'il a posée au président de la République Emmanuel Macron, qui s'était prêté à l'exercice en janvier dernier. Il demande donc au chef d'État de la lire, cette question. Je la lis pour tout le monde ? Non, ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand t'es amoureux, tu choisis pas ? C'est pas bien, tu crois ? C'est pas facile. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah. C'est pas ça compte pas pareil. D'accord. Le malin. Mais arrête de me craquer, mets-toi tout de suite. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de... J'essaie de négocier, tu vois, déjà. Et voilà l'exemple parfait que la frontière est ténue parfois entre troubles psychiques et folie ordinaire, parce que franchement, cette question qui vient d'être posée, c'est quand même un peu une question de mère juive, non ? Eh ben, merci Eva Soto pour cette revue de presse médicale. Vous pouvez aller faire infuser le petit sachet de thé, mais il faut mettre de l'eau chaude dessus. Hein. Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas au courant ? Je peux pas le mâcher ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Merci Eva Soto. On se retrouve pour la chirurgie esthétique. On accueille le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Avec le docteur Vladimir Mitz. Bonjour cher Vladimir. Bonjour cher Nicolas. Bonjour, Vladimir Mitz, on va parler de ce bouquin SOS, je n'aime pas mon corps. On va en parler pendant toute cette chronique chirurgie esthétique et psychanalyse. Dites-nous un mot sur ce bouquin, quand est-ce qu'il est sorti ? C'est un livre qui est sorti il y a 7-8 ans maintenant et je l'ai écrit avec la collaboration d'une psychanalyste très brillante. Notre thème, c'était le corps. En fait, elle était venue faire un stage à l'hôpital où je faisais de la chirurgie reconstructrice et elle a été fascinée par le mariage raté entre le corps et l'esprit. Parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est que malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'esprit porte en biais sur le corps et le corps réagit très mal sur l'esprit et les gens sont malheureux. Je vais vous donner une anecdote. J'étais à l'hôpital et j'étais il y a assez longtemps et j'avais une sorte de consultation publique et arrive un très beau jeune homme. Toutes les jeunes femmes, les infirmières qui étaient là disaient waouh, enfin je les entendais moralement dire cela, un très très beau garçon et qui s'assoit et qui dit docteur, j'ai un problème, regardez-moi bien, j'ai une pommette un peu plus basse que l'autre. Donc devant cette affirmation, tout de suite vient à l'esprit le problème de la dysmorphophobie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, il a un gros problème. Alors je l'ai écouté et ce qui est intéressant, c'est que j'ai suivi ce jeune homme qui est devenu ensuite un homme pendant presque 30 ans. Parce que le problème de ces gens qui ont un désaccord avec leur corps, qui vraiment crient SOS, docteur, faites-moi quelque chose pour que je me sente heureux, c'est un problème qui est très fréquent. Et il y a plusieurs types de dysmorphophobie. En tout cas, ce jeune homme, je l'ai suivi. Et au lieu de lui dire allez voir un psychiatre, je lui ai conseillé quand même de faire une psychothérapie. Mais c'est un homme qui était très fort en maths, qui a très bien réussi sa vie professionnelle. Et il n'était pas très chaud. Alors il revenait me voir de temps en temps. Et ce que j'ai noté, c'est qu'en lui faisant des petits gestes, des consultations assez fréquentes, je suis parvenu à capter en quelque sorte son attention, à capter sa sympathie, à le remettre un peu en accord avec lui-même, et de temps en temps, et encore maintenant, je lui fais des petites injections. Maintenant, il me dit, je voudrais me faire opérer. Alors ça devient plus grave. Et je voulais justement
vous posez cette question sur la dysmorphophobie parce qu'il y en a deux types. Il y a la dysmorphophobie grave, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse pour ces patients, ils ne vont pas s'aimer. Et puis il y a ces formes qui sont un petit peu plus légères, de constatation de je suis pas mal, mais j'ai un défaut, et donc je viens consulter. Et beaucoup de médecins généralistes aussi sont confrontés à ce type de problème, et ils ont tendance à dire allez donc voir un psy. Alors, il y a chez les Grecs un mot qui est intéressant, ça s'appelle piotélia apotélia, que m'a signalé une psychanalyste grecque qui a quelque chose de très particulier. Ça veut dire, je voudrais être plus que parfait. Je sais que je ne suis pas laid, mais faites-moi quelque chose pour que je devienne totalement spectaculaire. Et ça aussi, c'est une nouvelle tendance que nous avons en ce moment, c'est que les jeunes... Le plus que perfectisme. Voilà, abreuvés par les filtres TikTok, Snapchat, qui grossissent le nez, qui grossissent les lèvres, ont une demande qui devient complètement loufoque. Et devant cette demande, voilà, la question... Et où s'arrête alors le veto du praticien, du professionnel, précisément, par rapport à ce qu'on pourrait juger d'une psychiatrie légère ou un peu plus lourde de la part d'un patient qui vous demanderait quelque chose d'aberrant que vous lui conseilleriez pas? Alors votre question, elle est essentielle. Et je vous demande un petit peu votre avis, ça serait bien que vous interveniez après. Leur dire non, c'est leur fermer une herse sur la tête. Ça les rend violents, ça les rend pas contents, extrêmement malheureux, et c'est quelque chose qui est assez grave. Donc il faut trouver un moyen de s'intéresser à leurs problèmes. On a deux moyens. On a un moyen très objectif qui est la photographie ou la vidéo. Parce qu'en leur prenant en photographie... Le miroir, c'est ça, le miroir n'est pas très pratique. Enfin, avec la photo, de faire comme un miroir, de se voir. Voilà, ouais. D'examiner avec eux leurs problèmes comme si c'était un réel problème, avec un stylo, éventuellement un centimètre, pointer les choses, et leur faire prendre conscience que si ils demandent un geste qui est disproportionné, ils vont pas être beaucoup plus beaux. Au contraire, ils peuvent être loupés. Une opération peut être grave, et elle peut être destructrice. Alors, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on rencontre chez les schizophrènes. Je voudrais dire un petit mot. Moi, il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir un jour un de mes amis avec qui j'avais fait mes études à la faculté. On se promenait en sortant de la rue des Saints-Pères. Il était un très très bon ami. Et un jour, j'étais en train d'opérer en clinique et il m'appelle. Donc, écoute, j'ai la main tranchée, j'ai un patient schizophrène. Est-ce que je peux venir ? Et donc il est arrivé, et figurez-vous, vous parliez tout à l'heure des schizophrènes, il y a des schizophrènes qui sont extrêmement dangereux. Et pour la chirurgie esthétique, à chaque année, un chirurgien esthétique qui est tué, mutilé par un schizophrène qui estime qu'il a été raté. Donc c'est pas un métier qui est absolument sans risque. Et donc c'est très différent d'avoir cette schizophrénie ou la dysmorphophobie, qui sont des troubles totalement différents. L'un pouvait être quand même très dangereux. Et nous, on n'a pas la connaissance, on ne sait pas faire la différence. Est-ce que vous avez un tuyau à nous donner ? Alors, un tuyau à vous donner, c'est assez compliqué. Hein. Vous abordez plusieurs notions sur la dysmorphophobie, sur l'image du corps qu'on peut avoir. On sait, typiquement, dans les troubles psychotiques, il peut y avoir justement une déconnexion avec l'image de son corps. Hein. Il peut y avoir énormément de problèmes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sans entrer dans le détail de ces troubles-là, qui sont quand même relativement rares, la dysmorphophobie que vous évoquez, qui est très fréquente, justement chez les jeunes aujourd'hui avec les filtres sur les réseaux sociaux, c'est souvent un problème d'estime de soi. C'est on intègre en fait le fait que son apparence physique montre en fait ce qu'on vaut. Vous dites c'est souvent un problème d'estime de soi, c'est pas toujours un problème d'estime de soi. Vous dites souvent. C'est pas toujours un problème d'estime de soi. Il peut y avoir d'autres choses derrière. Hein. Il peut y avoir des pathologies justement comme les troubles du comportement alimentaire où on va voir son corps. Typiquement, moi, quand j'étais dans mes phases d'anorexie extrêmement restrictives, je pesais 50 kilos et je me voyais obèse dans le miroir. C'est vraiment ce miroir qui renvoyait une image horrible de moi alors que j'étais creusé, on voyait mes os, j'avais les bras extrêmement fins. On avait beau me dire que j'étais maigre, vraiment en état d'extrême maigreur, je me voyais gros, je voyais, dès que je mangeais n'importe quoi, je voyais un ventre énorme, etc. Donc il peut y avoir vraiment des pathologies derrière qui déforment justement comme ça l'image du corps. Mais c'est vrai que même là, il y a un problème d'estime de soi, c'est que quand on souffre de ces troubles-là, on s'identifie à son poids, à son apparence, et comme on a cette obsession de peser toujours moins, etc., en fait, l'estime de soi, elle est inversement proportionnelle au poids. Plus on mincit, plus on va avoir une
bonne estime de soi parce qu'on va avoir l'impression de contrôler justement son poids, de faire quelque chose de bien, de se sentir bien. Finalement, là aussi, il y a un problème d'estime de soi, c'est que pour avoir une bonne estime de soi, il faut qu'on corresponde un peu au soi idéal, entre guillemets, qui va être, dans le cas des TCA, en tout cas dans l'anorexie restrictive, de peser le moins possible. Et du coup, le moins on pèse, meilleure va être l'estime de soi. Et c'est un peu ça aussi, c'est typiquement les jeunes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un problème d'apparence, en fait. On est là pour se montrer, et il faut se montrer sous son meilleur jour. Et si on a le nez qui est un peu dévié, comme moi, par exemple, si on n'a pas assez de cheveux ou autre, on va avoir tendance justement à vouloir se montrer sous son meilleur jour pour être aimé, en fait, parce que l'estime de soi, elle dépend aussi beaucoup de l'image qu'ont les autres et que les autres nous renvoient. Et ça va être de vouloir utiliser des artifices, en réalité, pour apparaître sous un jour meilleur et finalement se sentir mieux, pas dans sa peau, typiquement, mais dans son pixel, en tout cas. Est-ce qu'il y a des dysmorphophobies, Vladimir Mitz, de sexe? Est-ce que les garçons, les hommes veulent plus quelque chose, peut-être avoir des biscottos, et les femmes de la minceur? Est-ce qu'on peut... Oui, il y a toutes sortes de demandes. Le corps en entier est une sorte d'antenne d'émission de malheur que les gens vivent à l'intérieur, que ces jeunes vivent à l'intérieur. Et un des secrets que j'ai appris avec les années, c'est pas tant de se reposer sur une consultation de psychiatre ou de psychologue, qui peut être utile quand c'est une psychose, mais c'est de leur donner un peu d'amour, un peu d'empathie, c'est-à-dire de les entendre, de voir qu'est-ce qui est possible, de leur donner l'impression que leur cas nous intéresse. Parce que leur vrai problème, c'est qu'ils veulent le spectaculaire maintenant, ils veulent plus seulement le normal. On est passé à une autre époque où être normal ne suffit plus, il faut maintenant que les gens vous remarquent. Top niveau. Et c'est ça qui nous pose le problème. Piotelia, apotelia. Et plus que parfait. Plus que parfait. Le plus que parfait, c'est une belle conjugaison, mais uniquement quand on l'écrit et pas quand on la vit, nécessairement. Je rappelle, SOS, je n'aime pas mon corps. Voilà, disponible aux éditions du Cygne. Aux éditions du Cygne avec Rebecca Lustmann. On passe déjà à notre dernière chronique, La vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et si dans cette vie derrière soi, on parlait en ce 18 avril de Pierre Desproges? C'est curieux, mais quand Pierre Desproges est mort, il y a pile 35 ans, le 18 avril 1988, j'ai pleuré comme un gosse que j'étais d'ailleurs, alors que quand Linda de Souza est morte, j'ai repris 2 fois de la morue. Eh oui, ou du gefilte fish. Né en 1939 à Pantin, lui qui fustigeait mieux que personne la crasse imbécibilité de l'époque, qui ressemblait déjà étrangement à ce que la nôtre est devenue, qu'aurait-il pensé du fait de rebaptiser Pantin en Pantine? Il est donc mort un 18 avril 1988 à l'âge de 49 ans d'un cancer du poumon, en fait des 2 poumons. En 1987, lui qui sur scène et dans ses textes évoque à de nombreuses reprises le cancer, le sien et celui des autres, se voit diagnostiquer la bestiole, mais les médecins, en accord avec Hélène, son épouse, décident de lui cacher la vérité et prétendent avoir retiré une tumeur sans conséquence. Alors pourquoi lui avoir caché la vérité? Pierre Desproges avait été très marqué par la maladie vilaine d'un des membres de sa famille. On se souvient de l'oncle Georges que Desproges imite dans un sketch avec la voix de celui qui a le crabe à la gorge et qui fait rire autant qu'il fait froid dans les chines. Car Desproges a cet humour splendide, 28e degré, à froid, dur et qui vise juste. Et quoi de mieux pour tenir à distance l'émotion que de la mettre en dérision avec style, lentement. Fin 87, début 88, son état de santé se dégrade. Il est quasi impossible, vu la liste impressionnante de médicaments que Desproges a pris, qu'il soit resté ignorant de son cancer jusqu'à la fin. En mars 88, il interrompt sa tournée, il mourra à l'hôpital peu avant la réélection de Mitterrand. En 2015, sur RTL, son ami Guy Bedos révèle au micro de Marie Drucker qu'on a aidé Pierre Desproges à mourir. Évocation de l'euthanasie, également présente dans l'autobiographie de Bedos, Je me souviendrai de tout. Le cancer du poumon, cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes, après le cancer du sein chez les femmes. 1,3 million de décès par an dans le monde. La cause la plus fréquente, le tabagisme, bien sûr, le tabagisme passif aussi. Incidence du cancer du poumon chez les non-fumeurs, 15% des cas. Dans ces cas, l'exposition au radon, à l'amiante, à la pollution de l'air, ainsi qu'à une combinaison de facteurs génétiques. Le cancer du poumon n'était pas fréquent avant l'arrivée de la cigarette. Il n'a même pas été identifié comme une maladie distincte jusqu'en 1761. S'il vient en 4e position pour son incidence, 28 000 nouveaux cas par an, 42 000
par exemple pour le cancer du sein, 40 000 pour la prostate, 36 000 pour le côlon. Il est en première place pour sa mortalité. Patrick Dupont, Jacques Brel, Johnny, Jean-Pierre Pernaut, Walt Disney. Voici une liste nécrologique et macabre, un inventaire à la Prévert, le poète, qui lui aussi fera partie de cette liste qui disparaîtra de la maladie pulmonaire. Pierre, mon vieux, mon pauvre vieux. Oh, je vous en prie, docteur, soyez franc, je veux toute la vérité, j'en ai besoin. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules. Et écoutez, soyez clair, j'ai un cancer. C'est-à-dire que non, je ne dis pas cela. Mais vous dites irréversible, c'est mortel. C'est donc bien un cancer, parlez-moi franchement, il me reste combien de temps ? Eh bien oui, vos jours sont comptés. À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 30 à 40 ans, maximum. Mais si ce n'est pas un cancer, comment s'appelle cette maladie ? C'est la vie. La vie ? Vous voulez dire que je suis vivant, oui, hélas. Mais où est-ce que j'ai pu attraper une pareille saloperie ? Des proches aura ri de son cancer, qu'il s'en sache atteint ou non, il aura ri de tout, des juifs. On me dit que des juifs sont entrés dans ce studio, vous pouvez rester, n'empêche que. De Hitler, vous préférez le peintre ou l'écrivain ? De l'armée, il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu d'entraînement on peut arriver à en faire des militaires. De lui-même surtout. Pourquoi une minute, est-ce par flemme ? Non, c'est parce que je suis velléitaire, je suis intelligent avec parcimonie, au bout d'une minute et demie je m'ennuie. Et de Jean-Marie Le Pen, qui est hospitalisé, 94 ans. Injustice de la vie, on a eu 35 ans de moins de Pierre Desproges et donc 35 années de plus de Le Pen, c'est mal foutu. Il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. On ne le sait pas assez, mais Desproges s'est essayé aux études de kinésithérapie qu'il laissera vite tomber pour notre plus grand plaisir, préférant le plaisir des mots et l'art-thérapie qui cingle et soigne. Desproges n'est pas mort et notre santé mentale va pour le mieux dès que l'on pense à lui. C'est ainsi que se termine notre Réfois. Merci Michael Worms Herminger. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vivre avec un trouble de santé mentale chez Marabout. Merci Vladimir Mitz, docteur Vladimir Mitz. Merci docteur Serge Rafal. Merci Eva Soto. À la régie, c'était Benjamin et Serge qui ne souffrent de rien à part de leur talent personnel. Voilà, merci à tous les deux et à la semaine prochaine. Tout de suite, la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. À très bientôt.